Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Les tétines, les doudous, les pouces ou autres doigts dans la bouche des enfants. Certains enfants ont un doudou dès la naissance, d'autres le choisissent un petit peu plus tard. Certains le gardent longtemps, voire très longtemps. Certains enfants ont une tétine dans la bouche la nuit et le jour, d'autres que la nuit, et d'autres encore n'en ont jamais voulu. Certains enfants prennent leur pouce dès le ventre de la mère et d'autres ne le prendront jamais. Alors pourquoi autant de différences? On va essayer de faire un petit peu le tri dans tout ça et surtout de vous apporter des petites astuces, des petits conseils pour vous aider à passer ces phases avec le plus de facilité possible pour vos enfants et pour vous. Alors, nous percevons le monde à travers 5 sens. Le premier, ça va être l'audition par les oreilles. On dit que les fœtus sont capables de reconnaître la voix de leur mère à l'intérieur du ventre, in utero. Ensuite, deuxième sens, c'est la kinesthésie, c'est-à-dire le sens du toucher. De la même manière, quand une mère ou un père caresse le ventre de la maman, l'enfant est capable de réagir par des coups de pied par exemple. Troisième sens, l'olfaction par le nez, puisque dès la naissance, l'odeur de la mère est reconnue également par le fœtus. Quatrième sens, le gustatif, le goût par la bouche. L'enfant est capable également de reconnaître le goût du lait de sa mère. Et dernier sens, les yeux, le sens visuel que l'on développe un petit peu plus tard, puisque la vision du nourrisson est très approximative. Ces 5 sens nous permettent d'évoluer et de nous développer. La perception de 3 de ces balises sensorielles permettent d'ancrer une émotion forte à l'intérieur du corps. Et lorsque ces stimulations vont être à nouveau sollicitées, on va recréer la même émotion. C'est ce qui explique que le nourrisson a besoin de retrouver plusieurs de ses sens pour pouvoir être apaisé comme il l'était in utero dans le ventre de la mère. Ça va passer par le contact et la chaleur du corps de la maman, et c'est pour ça que souvent les maternités proposent le pot à pot. Ça va passer par l'odeur aussi à ce moment-là, ça va passer par le goût éventuellement du lait si l'enfant est allaité, ça va passer par le bruit du son du cœur de la maman qui bat, que l'enfant va pouvoir à nouveau entendre quand il est collé contre elle, etc., etc. Et en fait, le tout petit va avoir besoin de retrouver ses balises sensorielles pour pouvoir se développer et gérer tout son système émotionnel. Certains enfants vont avec certains objets transitionnels comme le pouce, la tétine ou les doudous, pouvoir retrouver ces balises sensorielles qui leur permettent de gérer leurs émotions et leur développement affectif. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que chez le tout petit, c'est très souvent associé à la succion. La succion, c'est un réflexe fondamental, vital pour le tout petit, car c'est le réflexe qui amène à la nutrition, à l'alimentation. C'est un réflexe qui donc, quand il n'est malheureusement pas présent chez certains nourrissons, notamment les prématurés, doit absolument être compensé. Et à ce moment-là, il y a pose par exemple de sondes nasogastriques pour pouvoir nourrir l'enfant.
ou quand il est entravé par exemple un frein de langue, donc le petit fil qui est sous la langue, on y reviendra dans une autre vidéo, qui bloque le fonctionnement de la succion, doit également être libéré pour pouvoir permettre à l'enfant de réaliser une succion vitale pour les besoins alimentaires. Et cette succion, elle ne résout pas uniquement que le besoin vital alimentaire. Elle a aussi un rôle très important dans le besoin de réassurance affective et émotionnelle. C'est d'ailleurs un réflexe archaïque. On en a parlé tout à l'heure. Originellement, le nourrisson va téter le sein de sa mère et retrouver donc ses balises sensorielles qui vont lui permettre d'avoir une sécurité affective et émotionnelle qu'il peut tout à fait retrouver en étant au biberon dans les bras de la mère ou tout simplement en portage sur la mère, sur le père, etc. avec des caresses sur le visage, qu'il peut également retrouver avec des bruits familiers et des objets transitionnels. Ce besoin de réassurance, il est très important chez l'enfant puisque ça lui permet de développer son système de pensée. Certains enfants ont un besoin de succion qu'on appelle non nutritive, c'est-à-dire pas alimentaire, uniquement pour le besoin de réassurance, qui est beaucoup plus développé que chez d'autres enfants. Chacun est très différent, donc chacun réagit en fonction de son histoire et même ce début d'histoire du nouveau-né avec ce qui s'est passé pendant la grossesse, ce qui s'est passé au niveau du couple, des parents, ce qui s'est passé pendant l'accouchement, etc. Et certains enfants vont aussi avoir de manière innée, intrinsèque, à l'intérieur d'eux, un besoin de succion plus développé que d'autres. Et dans le monde actuel, les parents n'ont pas toujours la disponibilité pour être à l'écoute du rythme et des besoins de l'enfant. Alors, je voudrais vraiment que vous entendiez quelque chose qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Vous faites ce que vous pouvez, au moment donné, avec les outils que vous avez. Le but de cette vidéo, elle est juste de vous apporter des aides en fonction de vos besoins et des besoins de votre enfant, pour que vous puissiez passer au mieux ces phases-là. Alors, comment faire quand un enfant a un énorme besoin de succion non nutritive et que vous n'avez pas la disponibilité pour lui? Eh bien, parfois, vous lui donnez des objets transitionnels. Alors qu'on soit bien d'accord, ça ne sert à rien d'anticiper les besoins de l'enfant non plus. L'enfant est tout à fait capable de signaler son propre besoin. N'allez pas forcément anticiper ses besoins en lui collant le doigt, la main, la tétine dans la bouche sans qu'il n'ait signalé qu'il en a le besoin. Progressivement, l'alimentation de l'enfant va se diversifier, notamment aujourd'hui avec une méthode qui est très en vogue et qui est extrêmement bénéfique pour le développement de la mâchoire de l'enfant, qui est la DME, la diversification menée par l'enfant, ou tout simplement une diversification simple proposée par les parents. L'alimentation va donc se faire progressivement avec de la mastication et de la déglutition. En gros, on mâche et on avale les aliments, au lieu de juste les aspirer par le biberon. Et ça se développe en même temps que l'arrivée des dents qui arrivent en moyenne aux alentours de 6 mois, en moyenne toujours, jusque 2-3 ans. Ce qui veut dire qu'aux alentours de 2-3 ans, un enfant est capable de manger totalement comme ses parents et qu'il n'a donc absolument plus besoin de succion pour se nourrir. Ce qui veut dire aussi qu'il n'a absolument plus besoin de succion tout court. Si l'enfant n'a plus besoin de succion pour se nourrir et que la succion persiste tout de même, parfois longtemps, très longtemps, adultes, grands adultes, avec parfois le réflexe archaïque de la succion qui est également
extrêmement perturbateur et qu'il faut à ce moment-là régler, pourquoi perdure-t-il? Eh bien tout simplement pour la deuxième raison de la succion qui est le besoin de réassurance et l'activation des balises sensorielles qui permettent de gérer l'émotionnel. Les émotions sont en fait des signaux qui nous permettent d'identifier nos besoins et donc de pouvoir y répondre. Et grandir, c'est apprendre à se séparer et identifier nos propres besoins afin de pouvoir y répondre nous-mêmes. Il faut tout de même respecter le temps de l'enfance qui permet au tout petit d'organiser et de structurer sa pensée. Même nous, en tant qu'adultes, parfois, il est difficile de gérer nos propres émotions. Simplement parce qu'on a nous-mêmes du mal à identifier nos propres besoins. Alors imaginez les tout petits. Alors, si ces objets, que ce soit le doudou, le pouce, la tétine, permettent au tout petit d'assouvir son besoin de réassurance et de gérer ses propres émotions. Où est le problème finalement? Le problème, c'est simplement une question de dosage. C'est toujours pareil dans la vie. Rien n'est jamais mauvais à condition que ça soit fait avec parcimonie. Ce qui veut dire qu'un enfant qui a un doudou, un pouce, une tétine dans la bouche, quelques heures dans la nuit, et que le reste du temps, il arrive à faire appel à d'autres balises sensorielles pour gérer son système émotionnel, tout va très bien. À partir du moment où certains enfants ont ces objets en permanence avec eux, là, ça va créer quelques problématiques. On va prendre les trois principales. La première problématique, c'est celle qui inquiète le plus les parents. Et vous allez voir que finalement, c'est pas la plus importante. C'est le fait que les dents ne vont pas être tout à fait à leur place. Oui, je vais vous montrer quelques images. Si je caricature un petit peu, la béance c'est plutôt la tétine et les dents en avant c'est plutôt le pouce, tout simplement par la forme des objets et l'action qu'ils ont sur les dents. Maintenant, les dents, à quoi elles servent? Elles nous servent à manger. Donc, le problème il n'est pas que esthétique. Il commence à impliquer une des fonctions vitales, qui est la mastication. Demandez à un enfant qui a une ou l'autre de ces positions de manger des artichauts. Il va être un petit peu embêté. Demandez à un de ces enfants de croquer dans une carotte crue. Il va être un petit peu embêté. Et si on laisse faire les choses, ça va effectivement s'empirer et donc, à long terme, ce n'est pas quelque chose de bénéfique. Maintenant, je veux quand même qu'on remette aussi les choses au point tout de suite, c'est que quand le déséquilibre est léger et qu'il est pris suffisamment tôt, on en reparle juste après, la plupart du temps, en 6 mois, les choses reprennent leur forme presque complètement de manière naturelle. C'est pour ça que je vous disais que ce n'était pas forcément le problème le plus important. Alors, deuxième point maintenant, et là, on attaque quelque chose de beaucoup plus embêtant. C'est que la position de la tétine ou du pouce dans la bouche va perturber la respiration nasale. Un nourrisson respire exclusivement par son nez. S'il ne respire pas par son nez, c'est un signe d'urgence. Kinésithérapeute, on le sait très bien puisque un nourrisson qui vient pour se faire drainer pour une bronchiolite
que l'on va désencombrer le nez avant de s'occuper de désencombrer les bronches. Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'enfant a une tétine ou son pouce dans la bouche de très nombreuses heures de nuit, voire également toute la journée? Eh bien, en fait, il va déformer la partie osseuse de son palais, notamment avec le pouce en venant pousser et donc stimuler la croissance du palais vers le haut et absolument pas sur les côtés, et bloquer la croissance du menton. Avec la tétine, notamment si on achète des tétines qui grandissent avec l'enfant, à part le côté commercial, il faudra m'expliquer la raison. On a un objet qui est de plus en plus grand dans la bouche et qui de la même manière va creuser le haut du palais et ne va pas lui permettre de s'ouvrir. Or, un palais qui est très creusé vers le haut va bloquer le développement des sinus. Et un palais qui ne s'ouvre pas va également réduire l'espace des fosses nasales qui permettent la respiration par le nez. Si la respiration nasale est fondamentale chez le nourrisson, il n'y a pas de secret. Elle est fondamentale chez l'adulte également, donc chez l'enfant. Et pourquoi un enfant perd cette respiration nasale? En partie parce qu'il ne sait pas se moucher, et en partie parce qu'il y a des choses qui obstruent le fonctionnement de son nez, et le développement osseux de son système respiratoire, comme le pouce et la tétine. Alors il faut quand même savoir que le crâne d'un enfant est développé entre 85 et 90% à l'âge de 10 ans. Donc effectivement, tout se joue avant l'âge de 10 ans. Donc le pouce et la tétine, ça va entraver la bonne continuité de la mise en place de la respiration nasale et donc du développement de la croissance du visage. Et le doudou dans tout ça? Alors le doudou, il n'est pas dans la bouche, effectivement. Maintenant, la plupart du temps, des enfants qui ont un doudou vont continuer en fait de faire ce petit réflexe de succion directement avec leur langue dans leur bouche, et c'est leur langue qui devient objet de succion. Il y a donc moins de dégradation au niveau osseux et dentaire, mais autant de dégradation sur le troisième point. Donc, le troisième point, c'est le système musculaire. La bouche de l'enfant lui sert à plusieurs choses et notamment à parler. La communication est fondamentale dans le développement de l'enfant puisque l'être humain est un être qui communique par le langage verbal, donc effectivement avec une musculature au niveau de la langue et un petit peu de la mâchoire, et également par la communication non verbale, donc par les mimiques du visage. Or, un enfant qui a le pouce ou la tétine vissée à la bouche en permanence dans la journée, même pour parler, évidemment que vous, parents, vous le comprenez, parce que vous en avez pris l'habitude. Pour autant, l'enfant ne va absolument pas stimuler sa musculature et développer ses mimiques faciales et son apprentissage de la communication verbale et non verbale. Ce qui va malheureusement amener à des séances d'orthophonie par exemple pour récupérer toute la communication si nécessaire au développement de l'être humain. Et le doudou est aussi perturbateur sur ce point-là. Alors dernier point, celui que vous attendez le plus depuis le début de cette vidéo, j'en suis sûre, c'est quels sont mes propres conseils pour aider les enfants à arrêter le pouce, la succion, le doudou, et à quel âge faut-il le faire et comment faut-il le faire? Alors on va essayer de répondre à toutes ces questions. Je veux quand même rappeler une chose de suite, c'est que chaque enfant est différent.
chaque parent est différent et que quelque chose qui va convenir pour l'un ne conviendra pas forcément pour l'autre. Ce que je vous propose donc, ce ne sont que des conseils. Alors la question que vous vous posez tous, c'est « mais quand est-ce que je dois l'arrêter? C'est quoi la règle ?» Il n'y a pas de règle. Je vais vous donner globalement un idéal. L'idéal serait que l'enfant arrive à ne prendre ces objets de substitution que lors de la sieste ou de la nuit aux alentours de 1 an environ, et ensuite qu'il arrive à s'en passer complètement, et je vais vous détailler les conditions juste après, aux alentours de 3 à 5 ans. J'ai oublié de vous parler du biberon. Le biberon, il y a une tétine, donc il va être assimilé à la tétine, la sucette, tout dépend comment vous l'appelez. C'est le même principe. Jusqu'à 1 an, un enfant peut boire au biberon sans aucun souci. Puis, entre 1 et 2 ans, on va commencer à garder le biberon uniquement le matin et le soir. Et aux alentours de 2-3 ans, on va se passer complètement du biberon. L'enfant est tout à fait capable de manger comme ses parents. Il n'a donc absolument plus besoin de garder cette succion, même si elle est nutritive. Premier point, il faut d'abord savoir que des enfants sont des éponges émotionnelles et qu'ils sont le miroir de nos propres émotions en tant qu'adultes. Cela veut dire que si vous avez l'envie ou le besoin d'arrêter ces objets de substitution, l'enfant, lui, il ne va pas forcément être d'accord avec vous, puisque c'est, on l'a dit, un besoin de réassurance. Donc c'est quelque chose qui le rassure. Il faut donc que vous, en tant qu'adulte, vous soyez convaincu au plus profond de vous-même que c'est bénéfique pour votre enfant au moment où vous souhaitez le faire. Alors on l'a dit, tous ces objets de substitution permettent de combler un besoin de réassurance, de calmer une émotion. Ok. Ce qui veut dire que si on enlève ces objets, il va falloir accompagner l'enfant à exprimer ses émotions, identifier ses besoins, l'aider à les combler et ensuite on pourra se passer de ces objets. Alors comment on fait ça? Eh bien effectivement, je ne vous le cache pas, ça va vous demander, vous en tant que parent, de la disponibilité. Et c'est pour ça que c'est aussi important de discuter du moment. Parce que l'enfant aura à ce moment-là besoin de votre disponibilité pour l'accompagner. La première chose à faire, c'est d'écouter votre enfant quand il veut sa susu, son doudou, son pouce ou qu'il le prend de lui-même. Je vois que tu as ta susu, ton doudou, ta tétine dans la bouche. Qu'est-ce que tu as? Et on va mettre des mots sur les émotions. Proposez-lui. Un enfant a beaucoup de mal à identifier ses émotions. Même nous, en tant qu'adultes, on a parfois du mal à mettre un mot sur nos sensations et nos émotions et encore plus à identifier le besoin qui correspond. Alors vous imaginez les enfants, c'est beaucoup plus difficile encore pour eux car ils n'ont pas l'expérience. Ils ont donc besoin de nous. Donc on va lui proposer, est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es en colère? Est-ce que toutes les émotions qui peuvent exister? Et on va ensuite lui dire, d'accord, tu es fatigué. Est-ce que tu as besoin d'aller te reposer? Est-ce que tu as besoin d'un temps calme, d'un câlin, d'un bisou? Ok, tu es en colère, je comprends. Est-ce que tu as besoin de crier? Est-ce que tu as besoin de taper sur un coussin? Est-ce que tu as besoin d'expliquer pourquoi tu es en colère? Ou plein d'autres solutions. Et est-ce que tu as faim, par
par exemple? Est-ce que tu as soif? Etc., etc. On va essayer donc d'identifier l'émotion et d'identifier le besoin qui y correspond et de combler ce besoin. C'est ça qui est le plus difficile et c'est ça qui prend le plus de temps et de disponibilité surtout pour le parent, car c'est un vrai moment d'écoute. Et j'entends, je comprends, j'ai des enfants aussi, qu'on n'a pas toujours le temps et la disponibilité à accorder à ce moment-là. On fait ce qu'on peut, c'est déjà bien. Et faut pas hésiter à créer un rituel aussi avec l'enfant, à lui proposer un bisou par exemple. Ah bah vous allez me dire, bah oui mais je suis pas toujours avec mon enfant et quand il veut ça suffit parce qu'il est triste par exemple et que je suis pas avec lui, si j'ai associé un bisou, comment je vais faire? Eh bien vous pouvez le matin lui dire que vous lui glissez des bisous dans ses poches et que quand il sent qu'il est triste, qu'il est en colère ou qu'il est fatigué, il peut aller chercher dans sa poche un bisou qui va lui permettre de le réconforter. Ça peut être ça, ça peut être des vrais bisous dessinés sur un petit papier qui va glisser dans sa poche. Les assurances vont lui permettre de trouver en lui le moyen de combler son besoin à ce moment-là. Et ensuite, une fois que cette phase est passée, on va tout de suite lui proposer une autre activité, une activité qu'il aime et une activité qui va en fait détourner son attention. C'est le même principe que la cigarette, le plus dur c'est les 3 premières minutes de faire passer l'envie. Et donc, on va proposer une autre activité. Alors chez les tout petits, ça peut être effectivement de lire une histoire, de faire un câlin. Chez les plus grands, ça va être de dessiner, de jouer à un jeu, d'aller chercher une activité à faire, de cuisiner avec nous, Voilà. Un enfant, il n'a pas forcément besoin de faire des choses. Il a très souvent besoin d'être avec nous. Et parfois, ça peut juste lui suffire. Ça dépend toujours et encore de votre enfant. Et une fois que le besoin est comblé et que l'activité est détournée, finalement l'enfant va se rendre compte que il a réussi à s'en passer. Et il va être fier de lui. Il va augmenter son estime de lui, car il aura réussi à grandir et il aura réussi à combler ses propres besoins. Et ça, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour aider votre enfant à grandir. Le plus difficile, quand vous avez décidé de lâcher le pouce, la susu, le doudou ou quoi que ce soit, c'est les 3 premiers jours. Parce que c'est là où le besoin est le plus fort. Puis, progressivement, ça s'atténue et on dit qu'une habitude se met en place en 21 jours. Ce qui veut dire également qu'un changement d'habitude se met également en place en 21 jours. Ce qui veut dire que si vous arrivez à accompagner votre enfant sur un délai de 3 semaines, vous avez quasi tout gagné. Simplement parce que votre enfant a réussi à trouver de nouvelles habitudes pour grandir. Alors, le moins délétère de tous ces éléments, c'est le doudou. On l'a dit tout à l'heure, le doudou, il n'est pas dans la bouche. Donc effectivement, il est moins délétère, notamment au niveau osseux et au niveau respiratoire. Très bien. Et en même temps, 5 ans, c'est petit pour enlever un doudou. Oui, bien sûr. Et rien ne vous empêche de proposer à l'enfant de faire un lit pour son doudou. Et doudou, il a son lit pour se reposer la journée, pour pouvoir accompagner l'enfant la nuit. Et ça peut permettre justement à doudou de quitter doucement les mains de l'enfant la journée. Et puis, progressivement, quand l'enfant grandit, on peut aussi lui expliquer que doudou, il est là, à côté de lui. Il sera toujours là s'il en a besoin. Et en même temps que doudou, il commence à être un petit peu fatigué et qu'on peut le laisser dormir dans son lit. Le lit de doudou, il peut être dans le lit de l'enfant. Il peut être fait dans une boîte à chaussures, il peut être décoré. À vous d'avoir de l'imagination.
Et au moment de se coucher, l'enfant peut faire un énorme câlin à son doudou, lui raconter son histoire de la journée, ses prévisions du lendemain, puis reposer doudou dans son lit. Le lit de doudou, qui est dans le sien à lui. Et chacun est à côté. Et finalement, plus dans les mains de l'enfant. Alors pourquoi plus dans les mains de l'enfant? Et ça vaut également pour les tétines, où les enfants parfois ils en ont une dans la bouche et deux dans les mains pour éviter à papa et maman de se réveiller la nuit, et le pouce qui est accroché à la main de l'enfant. Eh bien, il y a une raison à ça, c'est que dans nos mains, on a un réflexe qui s'appelle le réflexe palmaire. C'est un réflexe archaïque qui en fait lie la main, ce que fait la main, à ce que fait la bouche. Et ça laisse l'enfant dans un mécanisme un petit peu de succion au niveau de la bouche et de verrouillage au niveau de la bouche. Et donc ça ne permet pas ou mal le développement des apprentissages et de la musculature au niveau de la bouche. Ça entretient ce réflexe qui devrait pouvoir s'atténuer. C'est un réflexe d'agrippement en fait, de réassurance de nouveau de la même manière, et qui devrait pouvoir être normalisé au cours du temps. Ça, un travail au niveau des réflexes archaïques peut tout à fait être fait. Ok, maintenant on passe à la tétine. La tétine, c'est pas un bouchon, c'est pas un stop et tais-toi. Non, la tétine, c'est juste un objet de substitution pour le besoin de réassurance. Et alors juste une chose s'il vous plaît au niveau des tétines. Il n'y a pas de tétine physiologique. Une tétine, ce n'est pas physiologique. Voilà. Donc la tétine physiologique, c'est juste un super mot inventé par l'industrie commerciale pour vous faire acheter cette tétine-là. Et deuxième chose, hyper importante, ne changez pas la taille des tétines de votre enfant. Pourquoi lui mettre un truc plus gros dans la bouche quand il grandit? À part vous faire racheter 5 tétines à 2 mois parce qu'il avait des 0,2 mois, et puis de nouveau vous rachetez 5 ou 10 tétines à 6 mois parce que il a changé d'âge, il faut augmenter la taille de la tétine, et puis vous en faire racheter encore un peu plus tard. Ça, c'est un argument commercial, et uniquement commercial. Pourquoi mettre un truc plus gros dans la bouche de votre enfant? Aucun intérêt, si ce n'est accentuer les problèmes de déséquilibre dans la bouche. Donc ça, c'est vraiment un truc, si votre enfant il a besoin d'une tétine, mais restez sur une tétine 0,2 mois, la plus petite possible. La plus petite possible. C'est hyper important. Parce que plus elle va être petite, moins vous ferez de dégâts dans sa bouche. Alors comment se passer de la tétine? On peut se passer de la tétine avec plusieurs petites astuces. Une des plus connues, c'est la fée de la tétine. Et je vous prépare justement des podcasts pour vous permettre de vous aider à libérer un petit peu vos enfants de la tétine avec des petites histoires. Ensuite, il y a l'idée de la donner au Père Noël, de la donner aux cloches de Pâques. Oui, c'est des très bonnes idées. À partir du moment où vous avez préparé en amont la date, préparé en amont votre enfant, et surtout que vous vous y tenez. Aujourd'hui, il y a plein de solutions qui existent. Pas les tasses où il y a un embout qui dépasse. Par contre, il existe d'autres tasses qui permettent, même si l'enfant renverse le verre, de ne pas tout renverser, et qui ont une forme de verre pour que l'enfant puisse réapprendre à fonctionner correctement. Et petite remarque, les fameuses compotes à boire que l'on a tendance à donner à nos enfants au moment des goûters parce que c'est pratique. On est bien d'accord, c'est pratique. Ça marche très bien une fois de temps en temps. Maintenant, c'est comme si vous continuiez de leur donner un biberon tous les jours à l'école. C'est pas nécessaire. Une compote, une cuillère ou même un fruit à croquer et ça marche très bien. Et pour le pouce maintenant, ok, comment on fait pour enlever le pouce à un enfant alors qu'il l'a toujours greffé sur lui?
c'est effectivement un petit peu plus compliqué. De la même manière, il y a des histoires comme l'histoire du roi du pouce, les podcasts arrivent, et vous avez d'autres possibilités. Une des techniques ancestrales, entre guillemets, c'est le vernis à ongles amer sur les doigts, et vous avez des techniques qui se sont un petit peu améliorées aujourd'hui. À mon époque, c'était les gants ou les moufles ou les vieilles chaussettes mises sur la main, et aujourd'hui il y a des gants à pouce qui existent et qui permettent en fait à l'enfant de perturber ses balises sensorielles et donc progressivement de lâcher en fait ce pouce. Si c'est difficile, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel de santé spécialisé et bienveillant qui va vous permettre d'aider à ce passage pour votre enfant et parfois également pour vous. Maintenant, effectivement, quand je me promène dans les magasins et que je vois des enfants de 7, 8 ans parfois qui ont encore la tétine dans la bouche et qui parlent avec la tétine dans la bouche, je me dis que c'est dommage. Pour le développement de leur croissance, pour le développement de leur communication. Quand je vois des adultes qui parfois, passé 50 ans, ont encore le pouce dans la bouche toutes les nuits et qui ont fait des traitements d'orthodontie pour remettre leurs dents droites, mais qui ne se sont pas attaqués aux problèmes émotionnels en parallèle, je me dis aussi que c'est dommage. Il n'y a pas de règle, il y a juste des petits conseils pour vous aider à faire au mieux, au moment où vous êtes, dans les conditions où vous êtes. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Merci et à bientôt pour de nouveaux petits conseils. Au revoir.